Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la façon de sortir du vide existentiel laissé par l'emprise d'un profil pervers narcissique, homme ou femme. Cette emprise se traduit dans la relation par un contrôle coercitif, donc une relation de domination où le profil pervers narcissique détruit sa proie à petit feu en niant son identité, ses émotions, ses besoins, ses valeurs, ses limites, mais aussi ses sensations. Et donc, quand il s'agit de la relation d'un enfant avec un parent pervers narcissique, eh bien, l'enfant ne peut se construire puisqu'il a besoin de son parent pour nommer ses émotions, nommer ses besoins et être co-régulé dans ses émotions par le parent. Et dans cette relation d'emprise, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc l'enfant grandit dans finalement une sorte de vide existentiel et il ne peut construire son identité. Mais c'est vrai aussi dans la relation d'un adulte avec un profil pervers narcissique, dans la mesure où il n'est pas question que dans la relation, l'autre existe, il n'y a pas d'altérité possible avec un profil pervers narcissique. La victime n'a pas le droit de ressentir, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins et encore moins ses limites. Et donc petit à petit, dans la relation d'emprise, eh bien, elle s'éteint. Et cette extinction entraîne un sentiment de vide existentiel. Elle est déshumanisée par le pervers narcissique car il est déshumanisant, il est déshumanisé lui-même à cause de ces traumatismes d'enfance dont il s'est coupé. Donc, cette déshumanisation, elle entraîne une absence de conscience de soi et la personne est alors une sorte de robot. Elle est obligée de se contraindre à devenir le clone du pervers narcissique, le prolongement narcissique de celui-ci, et sous peine de représailles, donc des micro-violences quotidiennes où elle est soit l'objet de chantage, de menaces, de dénigrement, de dévalorisation, de culpabilisation. Il y a une inversion des rôles avec des accusations constantes où finalement le profil pervers narcissique projette en la victime ce qu'il ne reconnaît pas en lui-même. Et donc, c'est tout ce processus de déshumanisation qui entraîne le vide existentiel. Alors, c'est vraiment insupportable, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, c'est insupportable. Ce sont des traumatismes quotidiens et la façon de faire face à ces traumatismes pour l'organisme, c'est la dissociation. La victime se coupe de son ressenti insupportable et elle se détache d'elle-même, elle est un peu comme à côté d'elle ou au-dessus d'elle, le corps est coupé de l'esprit. Et donc, ça peut s'accompagner d'une déréalisation, où le monde semble flou, semble irréel. Parfois, d'une fragmentation de son moi avec des parties protectrices qui sont préventives face aux peurs insupportables ou face à des émotions insupportables, et également des parties exilées, c'est des parties que finalement la victime a dû mettre en arrière-fond dans sa conscience pour pouvoir supporter la relation, qui n'est pas en fait une relation, pour supporter d'être l'objet du pervers narcissique et de cette relation d'emprise. Donc, quand la dissociation est importante, il y a vraiment une coupure des sensations, une coupure des émotions, comme si le corps et l'esprit fonctionnaient séparément. Alors, ça peut s'accompagner d'une amnésie traumatique dans la mesure où le cerveau utilise, pour ranger hors de la conscience des souvenirs trop douloureux, utilise ce mécanisme. Donc, c'est le cas des abus narcissiques, des abus sexuels ou des micro-violences quotidiennes du profil pervers narcissique envers la victime. Donc, l'amnésie traumatique peut être présente dans le stress post-traumatique et apparaître donc avec des trous dans la conscience, dans la mémoire et par rapport à certaines périodes de la vie.
donc une sensation de vide, des souvenirs parfois qui reviennent de façon fragmentée. Et cela s'accompagne également d'une image négative de soi, du monde, comme si le monde était dangereux. Et également des difficultés à être en relation avec les autres, mais surtout avec soi-même. Donc les parties protectrices du moi, eh bien, sont toujours là pour empêcher la victime finalement de se connecter à ces sensations ou ces émotions insupportables. Et donc que ce soit la terreur, le désespoir, la rage et une certaine confusion mentale qui s'installe. Alors, quoi faire par rapport à cette situation? Eh bien, la première étape, c'est de trouver un espace de sécurité. Donc, par exemple, chercher un lieu où se réfugier, un lieu où s'apaiser. Ça peut être, par exemple, dans la nature, au pied d'un arbre, ou bien au bord de la mer, sur une plage. Ça peut être aussi des souvenirs ressources, se rappeler d'une promenade au bord de la mer, d'un moment passé dans la nature, au calme, en sécurité. Donc ça peut être des ressources physiques ou psychologiques. Ça peut être simplement de sentir le contact des pieds avec le sol, combien le sol nous porte et combien nos pieds peuvent se reposer sur le sol. Et donc, c'est une façon de s'ancrer dans le corps et dans la réalité. Ça peut être aussi d'observer autour de soi, par le réflexe d'orientation, qu'il n'y a pas de danger. Et donc, c'est important pour la victime de s'ancrer dans l'ici et maintenant pour pouvoir sortir de cet état dissociatif. Et donc, de faire un peu la liste de ses ressources, des ressources d'apaisement, que ce soit des ressources émotionnelles, des moments de joie par exemple, des ressources physiques, qu'est-ce qui apaise, par exemple faire du sport ou bien s'étirer, l'étirement de certaines parties du corps qui sont particulièrement figées ou tendues. Ça peut être aussi des ressources relationnelles, une personne qui nous a accepté sans nous juger, avec empathie, des ressources intellectuelles, une lecture qui nous a apaisés, des ressources spirituelles, un moment de connexion avec plus grand que soi, que ce soit dans la nature ou dans un lieu sacré. Donc toutes ces ressources, eh bien, en faisant la liste, on peut y recourir quand on en a besoin. Donc, la pleine conscience est aussi un outil intéressant pour s'ancrer dans l'ici et maintenant et sortir petit à petit de cet état dissociatif. Donc, prendre conscience quand je suis, par exemple, dans un lieu de sécurité, eh bien, des sensations agréables dans le corps, où ça se situe dans le corps, quelles sont les sensations qui apparaissent. Par exemple, la sécurité, ça peut être la légèreté, ça peut être la détente musculaire, ça peut être la chaleur agréable, ça peut être des picotements légers, un sentiment de légèreté, ça peut être plus de fluidité dans l'énergie. Et donc, prendre conscience de ces sensations de sécurité, ça peut aider alors progressivement à stabiliser la personne, soit pour mieux réguler ses émotions, soit pour sortir de la dissociation. Ça peut être aussi intéressant de toucher l'enveloppe du corps, donc sentir chaque partie du corps et prendre conscience des sensations que ça génère. Donc, toutes ces approches peuvent petit à petit aider la personne à réguler son système nerveux pour retrouver un état de sécurité. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est intéressant, si on observe le corps, de sentir certaines parties qui sont figées ou dans la tension extrême, eh bien, de les interroger parce que c'est là que se trouvent les parties protectrices du moi qui s'est fragmenté. Par exemple, si une région est figée, si, par exemple, les jambes sont bloquées, sont froides, sont douloureuses, eh bien, c'est d'interroger la partie figée sur quel est son message, qu'est-ce qu'elle veut dire par cet état de figement, contre quoi elle veut protéger la victime, est-ce qu'il y a une peur sous-jacente et quel est le besoin qui a été frustré à partir de là.
donc satisfaire ce besoin grâce aux ressources qu'on a inventoriées. Donc ce dialogue avec les parties du moi qui se manifestent à travers le corps, eh bien, permet petit à petit une coopération entre les parties du moi fragmenté. Et dans cette coopération, eh bien, la personne petit à petit développe beaucoup plus de bienveillance, d'empathie pour elle-même, parce que souvent, eh bien, après avoir vécu une relation avec un profil pervers narcissique, eh bien, la victime est dure avec elle-même. Elle n'a plus d'empathie pour elle-même puisqu'elle n'en a pas reçu s'il s'agit d'un parent. Et puis finalement, si elle a perdu son identité, elle n'a plus la capacité après à se reconnecter à elle-même, à être dans l'empathie pour elle-même, dans la bienveillance. Et donc à ce moment-là, elle peut, avec ce self qui est la dimension de soi sécure, avec l'usage des ressources, on développe le self et il reprend petit à petit de la place pour sortir du vide existentiel. Et bien, à partir du self, le dialogue avec les parties est possible et sécuriser les parties, apaiser les parties par ce dialogue bienveillant et empathique permet alors d'aborder progressivement eh bien, les souvenirs traumatisants qui peuvent réémerger, par exemple, par des moyens créatifs. Par exemple, Amélie, qui était venue me voir, eh bien, a pris conscience de la relation d'emprise qu'elle avait vécue avec ses parents dans l'enfance, à partir de la répétition de ce vécu dans sa relation de couple. Et elle a commencé d'abord par inventorier ses ressources et développer une pleine conscience de ses sensations, un état de sécurité. Avec le dessin créatif, elle a pu alors dialoguer avec les parties de son moi qui s'est fragmentée durant l'enfance. Donc, par exemple, elle a dialogué avec la partie combative de son moi qui l'amenait à un état d'hyperactivité, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi dans sa vie privée. Et comprendre cette partie, que l'hyperactivité l'avait aidé à survivre pour ne pas être submergé par l'impact traumatique, la charge émotionnelle, puisqu'on sait que le trauma peut amener à la crise cardiaque quand la souffrance est trop insupportable. Donc, c'est petit à petit qu'elle est sortie de cette dissociation traumatique en représentant dans un mandala ces différentes parties et les besoins frustrés. Par exemple, eh bien, la partie de lutte de son moi la protégeait de la peur de l'impuissance, une impuissance terrible qu'elle avait vécue dans son enfance face à un père qui avait été autant dans l'abus émotionnel que dans l'abus sexuel, donc l'inceste. Et c'est à travers le dessin créatif, à travers les rêves, que eh bien, ces vécus traumatiques progressivement sont revenus à la conscience. Elle a pu les dessiner, les représenter. Et à partir de là, nous avons tenté de transformer les souvenirs de rêve et utiliser à ce moment-là ces ressources pour cette transformation des souvenirs, apaiser ainsi les parties du moi fragmenté et transformer son état de survie en état de vie, de sécurité, réunifier son moi. Donc, c'est un peu une reconstitution du puzzle de sa vie, de sa relation avec ses parents qu'elle a pu faire. Donc, prendre conscience qu'elle avait été instrumentalisée comme à la fois faire valoir par ses parents en faisant de hautes études, mais aussi instrumentalisée comme objet sexuel dans la relation d'inceste ou objet dans la relation à sa mère, puisqu'elle avait, elle avait dû la protéger par rapport à son alcoolisme et donc prendre soin de ses besoins. Il y avait une inversion des rôles. Et donc, grâce aux ressources, elle a pu progressivement eh bien, satisfaire les besoins de ces parties et apprendre à s'apaiser, apprendre à faire face à ces traumatismes et réunifier son moi.
Par exemple, dans la partie fuite, eh bien, elle faisait rire les autres. Elle avait dessiné cette partie dans son mandala et elle a pu prendre conscience que c'était une façon finalement d'exister, de sortir de son vide existentiel et en existant d'avoir de la reconnaissance, espérer obtenir la reconnaissance et l'amour. Mais ce n'est pas dans sa relation avec ses parents, évidemment, qu'elle a trouvé satisfaction à ses besoins. C'est dans ce travail thérapeutique et les relations qu'elle a pu établir progressivement des relations sécures au fil du temps et développer alors des liens sécurisants. C'est ainsi que finalement on travaille aussi les relations d'attachement quand il y a un stress post-traumatique complexe avec dissociation et amnésie traumatique. Donc ce travail sur les liens d'attachement eh bien, est possible grâce à l'identification des ressources, la pleine conscience de ces sensations, mais aussi le travail thérapeutique, la relation thérapeutique qui permet de faire l'expérience d'un lien sécure, puisque en ayant été déshumanisée, eh bien, la victime a perdu confiance dans l'être humain. Et cette confiance, eh bien, petit à petit, elle peut se reconstituer dans la relation thérapeutique, bienveillante, non jugeante, empathique. Et c'est grâce à ce lien sécure que, alors, progressivement, eh bien, la victime peut développer des liens d'attachement plus sécurisants, sortir du trouble de l'attachement insécure, désorganisé. En effet, dans la relation au profil pervers narcissique, s'il s'agit d'un enfant avec son parent, eh bien, le parent pervers narcissique, dans son imprévisibilité qui lui permet de dominer, exerce des violences qui amènent un trouble de l'attachement désorganisé. Le pervers narcissique souffle le chaud et le froid, il est imprévisible, il donne des miettes pour faire espérer l'amour, la reconnaissance, la satisfaction des besoins. Et c'est vraiment ces doubles messages, dire je t'aime avec un regard froid par exemple, qui maintiennent la victime dans la confusion et aussi l'obligent à se dissocier, à recourir à l'amnésie traumatique pour protéger son organisme de la crise cardiaque. Et donc, c'est vraiment un trouble de l'attachement désorganisé qui en résulte, avec souvent des recours à des addictions, par exemple, que ce soit au travail, addiction à la nourriture, un produit, aux écrans, toute forme finalement d'addiction qui permet de maintenir la dissociation. Donc les comportements à risque aussi maintiennent la dissociation. Et tout ce qui crée vraiment un état dissociatif par excès de stimulation. Donc c'est important alors de vraiment avoir ces ressources à sa disposition, et cette relation thérapeutique aide également à apaiser les parties du moi insécures. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous recommande mon livre L'art de la résilience, où j'aborde ces différentes approches de la dissociation, que ce soit avec la théorie polyvagale, que ce soit avec les parties du moi, l'IFS, que ce soit donc avec la psychothérapie EMDR, le travail sur les liens d'attachement. Eh bien, tout ça, je l'aborde dans le livre, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.